Conseiller LR de Normandie, Jonas Haddad, bonjour. Bonjour. Et on revient tout d'abord avec vous sur l'incendie de la synagogue de Rouen. Une question pratique dans un premier temps. On a vu les images de cette synagogue bien endommagée vendredi. Est-ce qu'elle a pu rouvrir ou est-ce qu'elle pourra rouvrir prochainement ? Alors le symbole est fort puisque le jour même de cette tentative, qui n'est pas une tentative puisque la synagogue a effectivement brûlé, les fidèles ont décidé de se réunir pour prier dans la synagogue, mais malheureusement, comme il y avait beaucoup de fumée toxique et encore une très forte odeur de brûlé, ils sont mis dans la petite cour de la synagogue et la synagogue va devoir être totalement rénovée. Il m'a été donné l'occasion de pouvoir y pénétrer avec les autorités comme le ministre de l'Intérieur. En fait, il y a de la suie partout, donc non, elle ne sera pas praticable tout de suite, mais toute la communauté avec qui j'ai discuté et également d'autres personnes, puisqu'il y a eu un appel aux dons, est mobilisée pour faire en sorte qu'elle puisse être réparée et remise en état rapidement. Ça a été un choc, j'imagine, pour vous, pour la communauté juive et pour les habitants de Rouen, cet incendie. Est-ce qu'il y avait des alertes, des éléments compliqués à Rouen en termes d'antisémitisme, notamment depuis le 7 octobre ? Vous savez, en fait, Rouen est une ville comme toutes les autres villes de France, c'est-à-dire qu'elle n'est pas épargnée par des tensions potentielles. Je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il y a quelques années, il y avait un curé qui était le père Hamel, qui a été égorgé sur son autel à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui, contrairement à ce qui a été dit dans les médias, n'est pas une petite ville de province, c'est la banlieue de Rouen. Il y a des faits. L'antisémitisme, non, pas particulièrement. C'est pas une ville qui est connue pour ces faits-là. De ce que j'ai cru comprendre en échangeant avec eux, la communauté juive est une petite communauté qui fait environ 150-200 familles et qui est bien intégrée dans le tissu social. Donc non, il y a pas ces problématiques-là. Mais bon, voilà, vous voyez, comme pour d'autres faits de violence, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plus aucune ville qui est épargnée. Voilà, c'est ça qui est terrible. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va revenir aujourd'hui à Rouen pour décorer les héros policiers et sapeurs-pompiers qui sont intervenus vendredi. Est-ce que c'est une reconnaissance symbolique nécessaire et est-ce qu'à la fois vous appelez à ce qu'il y ait aussi plus de moyens pour la police pour intervenir dans ce genre de situations qui se multiplient ? Écoutez, d'abord, oui, c'est une reconnaissance, je dirais même plus que symbolique. La première réaction que de tous les gens avec qui je discutais à la suite de cet événement m'ont dit « Oh mais c'est incroyable, pour une fois, on reconnaît vraiment un policier qui a fait son travail et on va pas le mettre en cause. » Certains m'ont même dit « Oh là là, c'est marrant, là on n'entend pas... certains extrémistes extrême gauche dire oh il aurait jamais dû faire usage de son arme. Donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. Il y a une forme de cohérence et de cohésion de la nation derrière cette personne. Je rappelle que ce jeune policier avait 22 ans, qu'il était quasiment en sortie de formation et il a fait usage de son arme d'abord pour faire en sorte de neutraliser l'assaillant, puisque je rappelle que non seulement cette personne-là avait mis le feu à la synagogue, mais en plus, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, et les pompiers, il a utilisé un couteau de boucher pour essayer de les tuer aussi. Donc vous voyez bien qu'il était pertinent que ces personnes-là soient distinguées. Non, je pense que c'est extrêmement important et que en la matière, le ministre de l'Intérieur agit extrêmement bien, oui. Vous avez évoqué certains à l'extrême gauche. Est-ce que pour vous, il y a des prises de parole publiques depuis certains mois qui peuvent être vectrices de passage à l'acte, notamment en matière d'antisémitisme ? Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, et ce qui est extrêmement curieux, et vous l'avez justement dit dans certaines interventions juste avant que je ne prenne la parole, ce qui est dingue, c'est que après le 7 octobre, c'est là où l'antisémitisme a explosé. Normalement, lorsque, je sais pas, des gens relient Israël avec les Juifs, il devrait y avoir une forme justement de compassion en se disant ils ont subi ça. Mais non, c'est exactement l'inverse qui s'est produit et c'est l'inverse qui s'est déchaîné. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des ferments chez certains d'antisémitisme qui est latent. Je rappelle quand même que cette personne-là est algérienne, sous OQTF, et c'est un secret pour personne. qu'en Algérie, l'antisémitisme est extrêmement développé. Après, il y a des gens que ça ne gêne pas, et il y a des gens qui font d'ailleurs campagne actuellement en allant dans des pays extrêmement antisémites. Je pense à Rima Hassan qui se balade de pays en pays pour déverser sa haine. Donc oui, il y a un climat global. Est-ce que c'est ça qui donne les armes à quelqu'un qui commet un acte comme ça? On peut pas dire ça, parce que quand on commet un acte comme ça, on décide de se mettre en dehors de la loi. Mais c'est vrai que
Vous savez, on dit toujours « Ah, mais cette personne-là, elle a commis ça, elle est déséquilibrée. » Oui, mais alors c'est marrant parce que le déséquilibre, il va toujours dans un sens. Vous voyez ? C'est toujours pour s'attaquer à des juifs ou c'est toujours pour s'attaquer à des chrétiens. Dans ce sens-là, oui, effectivement, il y a un déséquilibre qui est armé par une vision particulière, à la fois du conflit, certainement, puisqu'il y a un contexte particulier, et aussi d'une vision raciste. Ouais, il faut être clair, de gens qui ne supportent pas que d'autres personnes pratiquent une autre religion. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Et les responsables politiques sont souvent en la matière des irresponsables politiques, puisqu'ils ont des langages outranciers qui vont atteindre le cerveau, effectivement, de ce qu'on appelle des déséquilibrés, mais qui ne sont absolument pas déséquilibrés. Ce sont des gens qui sont armés et qui ont des mauvaises intentions. Au niveau de la responsabilité politique, vous avez appelé le gouvernement à faire plus contre l'antisémitisme. Xavier Bertrand a appelé hier à ce qu'une loi puisse permettre de poursuivre les gens pour antisionisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Et quelles sont les limites aussi concrètement? On a entendu depuis plusieurs années que l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme. Est-ce que ça vous paraît applicable et une bonne piste? Je vais vous répondre en vous donnant une illustration. Il y a quelques jours, d'ailleurs, vous me posiez la question si à Rouen il y avait d'autres choses, il y a une influenceuse qui est rouennaise, vous savez, qui s'appelle Poupette Kenza. Lorsque Poupette Kenza s'exprime, elle dit un moment « Moi je ne travaille avec aucun sioniste et avec aucun juif ». C'est-à-dire que la précaution oratoire qui consiste à distinguer les deux, c'est-à-dire sioniste et juif, est en fait rapidement effacée lorsqu'on est avec des personnes qui ne maîtrisent pas leur langage. Et aujourd'hui, de plus en plus, la confusion est totale et on voit bien que l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme. Quand on refuse l'accès à Sciences Po à une étudiante juive, on voit bien que la confusion est totale. Quand on voit que certains influenceurs ou certains blogueurs, j'en ai vu récemment, font des listes de personnes qu'ils appellent sionistes, mais qui en réalité sont juste des personnalités juives, on voit bien que la confusion est totale. Comme disait l'auteur, c'est pas vous qui choisissez votre ennemi, c'est votre ennemi qui vous choisit. Et les personnes qui sont aujourd'hui les ennemis de la communauté juive décident de mettre un signe égal entre sionistes et juifs. D'ailleurs, c'est une façon pour eux de se protéger. Tout le monde l'entend. Ils disent « Ah, c'est les sionistes », mais en fait, en réalité, ils parlent de juifs. Donc, il faut que cesse cette hypocrisie. Que ceux qui ont envie d'être antisémites, eh bien, le soient. On est dans un pays libre, mais qu'ils soient condamnés. Voilà. Donc, s'ils veulent exprimer leur point de vue, ils en tireront les conséquences, puisque aujourd'hui, on voit bien que cette frontière artificielle de ceux qui disent sionistes et qui disent juifs, en fait, elle a sauté. Et je pense que si vous dites à n'importe qui aujourd'hui, dans n'importe quel quartier de France, qu'est-ce que tu penses des sionistes, eh ben, il vous dira ce qu'il pense des juifs. Donc, à un moment, faut y aller. Vous l'avez évoqué, Sciences Po, il y a un antisémitisme d'atmosphère qui s'y est développé ces derniers temps. Vous aviez appelé à la mise sous tutelle de Sciences Po fin avril. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous appelez toujours ou vous estimez que ça s'est calmé, que les bonnes décisions ont été prises? Oui, j'appelle toujours à mettre sous tutelle cet établissement. J'ai été le premier à me déplacer à Sciences Po à la suite du blocage contre Gaza. Suivi par la suite par d'autres politiques que je félicite pour leur courage, parce qu'en fait, Sciences Po, c'est l'exemple même de la dérive de ce que le gauchisme est la porte d'entrée pour l'islamisme, de ce que le fait d'avoir des postures de tolérance en permanence avec des choses qui sont intolérables conduit au fait que l'école de l'élite, faut bien que les gens comprennent, Sciences Po, c'est censé former demain des gens qui seront des hauts fonctionnaires, ou dirigeants dans des grandes entreprises. Et tout le monde était fier de faire Sciences Po quand les gens passaient par Sciences Po. Donc moi, je ne peux pas me résoudre à ce que demain, l'élite française soit dirigée par une école qui produit de l'islamo-gauchisme. Donc soit on agit et on décide de mettre cette école sous tutelle parce que l'État en a la possibilité, soit on se contente de mots. Je rappelle quand même que la ministre de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur, a déclaré lorsqu'il y a eu le blocage suite à Gaza et qu'il y a eu, vous savez, les fameuses mains rouges qui ont été tendues à côté de Sciences Po, elle a dit « Ce soir, des lignes rouges ont été franchies. » D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien du tout. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit des lignes rouges ont été franchies, que cette école, mais il n'y a pas que pour l'histoire de Gaza, je rappelle quand même que pendant les émeutes
pendant les émeutes qu'il y a eu dans les quartiers, des gens à Sciences Po se mobilisaient pour soutenir les émeutiers. Cette école est devenue nuisible dans sa structure actuelle et elle doit être mise sous tutelle. Si le gouvernement ne le comprend pas, eh bien on continuera à former des cadres formés à l'islamo-gauchisme et ce n'est pas ce que je veux pour mon pays.